Donc, bonjour, je me présente rapidement. Donc, moi, je suis finalement le physiologiste ou l'écophysiologiste de l'après-midi. Donc, moi, je travaille au laboratoire d'écophysiologie des plantes sous stress environnementaux. Je travaille principalement sur l'impact du déficit hydrique et des fortes températures sur le fonctionnement des couverts végétaux, et plus particulièrement sur la vigne. Donc, l'objectif de ma présentation est de vous donner une présentation relativement simple de l'impact du contrôle de l'état hydrique chez la vigne, en particulier donc le contrôle de la transpiration et les mécanismes impliqués dans le contrôle de cet état hydrique, de l'état hydrique de la vigne. Donc avant de parler d'eau, on va d'abord s'intéresser à l'assimilation, à la photosynthèse. Vous savez que la photosynthèse, c'est vraiment le processus clé pour la production. La photosynthèse consiste donc en la fixation de carbone sous l'effet de la lumière et donc la production de sucre. Et donc cette photosynthèse joue un rôle évidemment essentiel sur la croissance, le développement, le maintien des structures et la respiration de la vigne. Mais pour nous viticulteurs, finalement, c'est vraiment le processus clé pour tout ce qui concerne l'élaboration de la production, le rendement, la qualité et bien sûr la pérennité du vignoble. Alors le problème, c'est que cette photosynthèse, finalement, cette accumulation, cette fixation de carbone, elle a un coût, et en particulier un coût en termes de consommation en eau. Et finalement, cette eau, il faut la voir comme une sorte de monnaie d'échange pour l'acquisition du carbone. Alors, pour donner un ordre de grandeur, il faut environ 1 litre d'eau pour fixer 1 gramme de carbone. Donc, vous voyez que la consommation en eau est très très importante. Alors, pourquoi ces deux processus, photosynthèse et transpiration, sont combinés? C'est tout simplement parce que ces deux processus s'effectuent sur la face inférieure des feuilles, ici, au niveau de petits pores qu'on appelle les stomates. Ce sont des petits pores dont l'ouverture est réglée de manière dynamique par la plante. Et ces petits pores contrôlent d'une part l'entrée du gaz carbonique dans la feuille, à partir de laquelle se fait la photosynthèse, mais également les flux d'eau vers l'extérieur. Donc ceci, c'est une coupe de feuille, en fait, une coupe de lame de syrah. Vous avez la face supérieure ici, et ici la face inférieure. Et chez la vigne, une des particularités, c'est que tous les stomates sont situés donc sur cette face inférieure. Donc on a environ 200 à 400 stomates par millimètre carré. Vous voyez, c'est très très important. Alors cette consommation en eau, elle a un impact évidemment sur le bilan hydrique de la parcelle. Et ça vous connaissez tous. Cette consommation en eau se traduit par un assèchement progressif de la réserve hydrique au cours du cycle. Donc vous avez ici l'évolution de l'état hydrique du sol sur une parcelle au cours d'un cycle végétatif. Donc cette consommation en eau, au printemps, cette teneur en eau est relativement élevée au printemps. Elle augmente ici à l'occasion de pluie, et puis progressivement dans l'été on assiste à un assèchement et l'apparition, suivant les réserves hydriques, suivant l'année climatique, de périodes ici en rouge de sécheresse. Ces périodes de sécheresse correspondant finalement à un déséquilibre entre les ressources en eau disponibles pour la plante et les besoins en eau de cette plante. Alors la vigne s'adapte, elle sait très bien s'adapter comme la plupart des plantes à ce déficit hydrique, à ce déséquilibre entre offre et demande, dans un premier temps en contrôlant sa croissance. C'est le premier mécanisme qui est impliqué dans l'adaptation au déficit hydrique. Alors chez la vigne, ça se traduit en premier par une réduction de la croissance, en particulier la croissance secondaire. La croissance des entrecœurs est particulièrement sensible au déficit hydrique, et on utilise le pilotage hydrique pour réguler la vigueur de la vigne, et en particulier limiter cette croissance des ramifications. Le deuxième processus qui est affecté, c'est la transpiration par unité de surface de feuilles. Donc on a ces petits pores qui se ferment, ces stomates qui se ferment, et qui régulent la transpiration. Et enfin, donc, cette fermeture des stomates induit une réduction de la photosynthèse. Alors toutes ces réponses, en fait, elles visent d'une part l'économie en eau, c'est-à-dire le maintien finalement ou la gestion de l'eau à l'échelle du cycle, et une amélioration de son efficience, c'est-à-dire
fixer plus de carbone par volume d'eau transpirée. C'est-à-dire ce qu'on appelle une amélioration de l'efficience d'utilisation de l'eau. Je reviendrai un petit peu plus tard. Donc finalement, la question qu'on peut se poser, c'est quelle est la relation entre transpiration de la vigne, c'est-à-dire consommation en eau de la vigne, et le climat. Donc si on regarde, on a un certain nombre de données disponibles dans la bibliographie, et en particulier on a des données de ce type, on a des données climatiques, ici vous avez en rouge ici le rayonnement solaire au cours de 3 journées successives, et ici sur le graphique du bas vous avez des flux de transpiration, c'est-à-dire des quantités d'eau qui traversent le tronc d'une vigne, mesurées en continu ici durant ces 3 jours. Donc la technique utilisée ici, la technique des flux de sel, une technique qu'utilise beaucoup Fridtjof Science pour établir son diagnostic. Vous voyez qu'il y a une relation étroite ici entre ces valeurs de rayonnement, ici avec des petites fluctuations, des petites baisses, et ces valeurs de transpiration. Et vous voyez que la 3e journée, on a beaucoup d'énergie disponible, on a une très très forte transpiration. Donc il y a une relation extrêmement forte qui existe entre la quantité d'énergie disponible au niveau du feuillage et la transpiration. Donc c'est vraiment cette énergie qu'on peut calculer ici au travers d'un indicateur qui s'appelle la demande climatique, l'évapotranspiration, qui détermine donc cette transpiration journalière. Alors elle va dépendre également de la structure du couvert, du mode de conduite, et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Alors, quelle est la conséquence de cette transpiration sur l'état hydrique de la vigne? Alors, l'état hydrique, souvent, c'est quelque chose que vous mesurez peut-être dans votre parcelle. Alors, ce à quoi on assiste au cours de journées successives, c'est, alors vous avez ici un indicateur qui est le potentiel hydrique foliaire. Cet indicateur rend compte finalement quelque part de la teneur en eau de la feuille, l'état de déshydratation de la feuille. Donc ici, au début de journée, cet indicateur indique que finalement la feuille est déshydratée, et à mesure qu'on avance dans la journée, on observe ici un cycle de dessèchement de la feuille, puis de réhydratation en fin de journée. Donc ça, c'est quelque chose de très très caractéristique. Au cours de la journée, la feuille perd de l'eau, mais cette eau perdue ne suffit pas à assurer la transpiration complète de la plante. Hein. On assiste à ce dessèchement induit un courant d'eau, un flux d'eau. Donc on a un assèchement ici au niveau de la feuille, et ça va induire de part en part un flux d'eau depuis le sol jusqu'à la feuille, via donc un système qu'on appelle le système sol-plante-atmosphère. Donc tout ceci s'effectue le long d'un gradient de potentiel hydrique qui est le plus élevé au niveau du sol, parce que l'eau est très disponible au niveau du sol, et qui tend donc à s'assécher au niveau de l'atmosphère. Donc ceci induit donc un courant de transpiration. Donc si vous faites une mesure de l'état hydrique la nuit dans votre système, en fait on a une sorte d'équilibre qui s'établit, et le potentiel au niveau de la feuille, au niveau de la tige, au niveau de la racine est identique. On a quelque chose de complètement équilibré, et on utilise classiquement la mesure ici avec une chambre à pression du potentiel foliaire pour caractériser finalement l'état hydrique au niveau du sol, puisqu'on a cette homogénéité dans la répartition des potentiels sur tout le système sol-plante-atmosphère. Alors en cours de journée, comme vous le voyez sur le petit graphique tout à l'heure, on a des gradients de potentiel qui se mettent en place, donc on a la transpiration, et donc on a un assèchement ici, et de part en part, le potentiel diminue de plus en plus. Là, un exemple à 10 heures. À 14 heures, on a probablement le point d'assèchement maximal de la feuille, puis donc on a rééquilibration jusqu'à... Et cette rééquilibration est totale en fin de nuit. Alors cet état hydrique, il va varier en fonction de la demande climatique, classiquement. Hein. Donc le flux d'eau, ici, une journée nuageuse, ici, est relativement faible, et finalement, l'état hydrique va être relativement modéré ici. On va avoir des valeurs inférieures à moins 1,0 mégapascal.
Si on a une journée à très forte demande climatique, au contraire, le gradient de potentiel est beaucoup plus fort parce que la transpiration est beaucoup plus forte. Et donc, on va avoir un dessèchement de la feuille qui va être beaucoup plus important. Donc, tout ceci, c'est le fonctionnement classique lorsque l'eau est très disponible. Lorsque la sécheresse apparaît, donc en milieu de cycle, en général dans nos régions, on a souvent la sécheresse qui apparaît sur les sols à réserve hydrique modérée vers la mi-juillet. Donc on a notre potentiel ici au niveau du sol qui diminue. Hein. Et en fin de nuit, donc on a un équilibre qui s'établit, mais qui s'établit à un niveau de potentiel plus négatif que celui qu'on avait tout à l'heure, hein, en situation bien irriguée. Donc en cours de journée, la transpiration génère un gradient de potentiel qui est plus faible que celui qu'on avait précédemment parce que la transpiration est un peu réduite. Et en fait, cette transpiration, elle est réduite parce que les stomates, ici, ces petits pores qu'on avait vus tout à l'heure, se ferment et donc réduisent finalement le flux de transpiration. Et ce qu'il est intéressant de regarder, de souligner, c'est que finalement le potentiel que l'on atteint en milieu de journée ici est finalement très proche de celui qu'on avait atteint en situation de confort hydrique lorsque la transpiration était très forte, sous une très très forte demande climatique. Donc on a finalement la vigne a une caractéristique importante qui est celle de maintenir l'état hydrique de ses feuilles en situation de déficit hydrique. Donc c'est une plante qu'on appelle isohydrique par opposition à d'autres types de plantes qui au contraire maintiennent les stomates ouverts en situation de déficit hydrique. Alors cette réduction de transpiration, elle résulte de différents mécanismes, mais les principaux sont liés à une signalétique, qu'il y a une hormone végétale qui s'appelle l'acide abscisique, qui est sécrétée ici au niveau des racines et qui transite via le flux de transpiration vers les feuilles et qui sensibilise le stomate au déficit hydrique. Et cet acide abscisique, il est également synthétisé au niveau des feuilles lorsqu'on a du dessèchement. Donc cette synthèse d'acide abscisique provoque la fermeture des stomates en combinaison avec des signaux hydrauliques. Et ça a pour conséquence, d'une part, d'éviter l'embolie du système, c'est-à-dire l'entrée d'air dans le système vasculaire de la vigne. Ça a pour vertu également donc, de réduire la consommation en eau, donc on a une transpiration qui est plus faible, mais en contrepartie, la photosynthèse est réduite et la température de la feuille en général augmente. Peut augmenter de manière très très importante hein, si la température de l'air est forte. Donc on a un accroissement du risque de stress thermique. Alors on verra un petit peu plus tard que cette capacité à maintenir ici l'état hydrique en milieu de journée est génotype dépendant. Alors un dernier petit point sur cette approche-là, c'est que finalement, même lorsque le sol est bien hydraté, si la demande climatique est très très forte, en particulier donc un temps ensoleillé, du vent, de l'air très très chaud, ce qu'on peut avoir dans quelques situations, on peut avoir également fermeture stomatique, même sur des vignes donc bien irriguées. Donc, quelques valeurs repères par rapport à cette première partie de l'exposé. Les flux de transpiration en situation de confort hydrique en une belle journée de début d'été sont environ 2,5 mm pour la vigne, avec un mode de conduite traditionnel ici, soit 3,5 à 7 litres par jour, suivant la densité de plantation. Hein. Donc, ce qui fait des consommations comme annuelles assez importantes, 250 mm à 500 mm, hein, ce qui fait quand même 2500 m3 à 5000 m3 d'eau par an. Vous avez ici quelques informations concernant les seuils de contrainte hydrique en fonction des valeurs de potentiel de base. Bon, ça, je pense que c'est des choses qui circulent pas mal actuellement, qui ont pas mal circulé dans la bibliographie. Et puis, je passerai à la suite. Alors, dans ces quelques dernières diapositives, je vais simplement vous présenter les travaux que l'on conduit dans mon laboratoire pour essayer d'adapter le vignoble finalement au déficit hydrique.
Voilà, donc on aborde d'une part l'adaptation via le système de conduite et d'autre part l'adaptation via le matériel végétal. Donc via le système de conduite, dans un premier temps, il est intéressant de regarder un petit peu les systèmes de conduite traditionnels, comment ils se répartissent en fonction des demandes des niveaux de sécheresse sur un gradient qui irait par exemple ici de la Champagne au climat méditerranéen continental. Donc on a une adaptation très très forte des pratiques qui existent. Elles se traduisent d'une part par alors déjà au niveau climatique, vous avez un déficit qui est de 42 mm en Champagne, alors qu'il est de 477 mm ici à Mancha. Et ça se traduit au niveau viticole par une diminution forte de la densité de plantation, hein, un abandon du palissage, et donc on a en situation millénaire, donc on a ces systèmes accordés. Le problème, c'est que si on voulait imaginer un peu l'évolution, l'adaptation des systèmes de conduite dans le milieu méditerranéen, ici, dans le sud de la France, actuellement, on se rend compte qu'il y a très très peu d'innovation dans ce domaine. Hein. Et finalement, pourquoi il y a peu d'innovation? Parce qu'on a un fort besoin d'indicateurs de fonctionnement. Alors, on a des indicateurs qui ont été utilisés, comme la surface foliaire éclairée, etc., qui sont des indicateurs plutôt géométriques, mais ils donnent très peu d'informations sur les capacités des vignobles à s'adapter à la sécheresse. C'est pour ça qu'on a développé donc, depuis quelques années, c'est récent, 5-6 ans, des modèles fonctionnels, de la modélisation numérique, pour essayer de simuler l'impact de la conduite sur les flux d'eau et de carbone en fonction des systèmes de conduite. Donc on travaille sur une large gamme de conduites. Par exemple ici, on a travaillé sur 6 systèmes de conduite très très différents, simplement pour créer de la variabilité. Et à travers donc, de ces modèles, on a pu montrer que, évidemment, les besoins en eau étaient fortement dépendants de la capacité d'interception du rayonnement. Et vous voyez la relation ici sur la droite de la figure qui montre que pour des rayonnements qui passent du simple au double, ici, la consommation en eau varie du simple au double. Donc on a une relation très très étroite entre la quantité de rayonnement intercepté. Bon, ça c'est quelque chose qu'on connaissait quand même. Plus original, plus intéressant, c'était l'impact de la conduite, et en particulier de l'entassement du feuillage, illustré au travers ici du rapport entre surface foliaire exposée et surface foliaire totale, sur l'efficience de transpiration, c'est-à-dire sur la capacité à fixer du CO2 avec une certaine quantité d'eau. Et vous voyez que cette efficience, elle diminue à mesure que la proportion de feuilles exposées est plus importante. Et plus faible, pardon. Que l'ombrage est plus fort. Donc plus vous avez d'ombrage, plus votre rendement, finalement, est mauvais. Plus vous consommez d'eau. Les feuilles d'ombre représentent environ 30 à 50% de la surface foliaire totale, classiquement, suivant la conduite. Elles fixent moins de 5% de carbone, mais elles utilisent jusqu'à 20% de la quantité d'eau. Donc l'entassement du feuillage peut conduire à une diminution de l'efficience de transpiration de 15 à 20%. Donc en situation de déficit hydrique, il faut exposer au maximum le couvert. Ce qui peut être un petit peu contre-intuitif, mais... Alors sur le volet matériel végétal, donc ça c'est un volet assez récent, c'est quelque chose qu'on a commencé il y a 5 ans à peu près. On avait très très peu d'informations et on a vu une variabilité entre cépages qui était mal connue. Elle est aujourd'hui en cours de caractérisation. Je vous présente ici un travail qui vient de sortir le mois dernier, de 2016, qui vous montre le caractère iso-hydris et capacité à fermer l'estomac, au contraire, capacité à maintenir l'estomac ouvert, sur un panel de cépages ici. Vous avez ici le grenache et ici la syrah, sur un panel de cépages traditionnels des Baléares. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de variabilité. Donc cette capacité à maintenir l'état hydrique en milieu de journée, elle est quand même très 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 diverse. On a des sources de variabilité qui sont intéressantes. Et sur le caractère efficient d'utilisation de l'eau, de la même façon, on a sur un panel aussi de cépages importants, ici, avec le grenache qui se situe ici, la syrah ici, une variabilité aussi très très importante, qui varie facilement du simple au double. Donc on a beaucoup de variabilité sur les paramètres hydriques. La difficulté, c'est qu'on n'a pas d'indicateur unique pour caractériser la résistance à la sécheresse. C'est pas comme le mildiou résistant par résistant. Là, la tolérance à la sécheresse, c'est quand même beaucoup plus complexe.
Donc on a débuté depuis 2011 un travail à grande échelle dans le cadre de projets, parce que le projet AMR 7 est un travail à grande échelle de phénotypage, donc des caractères d'adaptation à la sécheresse, à la fois des cépages et des porte-greffes à cours d'eau, via donc une plateforme ici de phénotypage qui est un OPV et qui permet de travailler sur phénotyper jusqu'à 1600-1700 plantes en même temps. Alors on a travaillé sur une population issue d'un croisement entre deux cépages que vous connaissez bien, la Syrah et le Grenache. Et donc on a caractérisé le caractère iso ou anisoédrique dans cette descendance. Et on a pu montrer qu'il y avait une très très forte variabilité qui était beaucoup plus forte que la variabilité entre Syrah et Grenache, donc c'est deux cépages que vous connaissez bien. Vous voyez que vous trouvez des génotypes qui sont beaucoup plus isoédriques que le Grenache et des cépages qui sont beaucoup plus anisoédriques que la Syrah. Et en fait, on a pu démontrer pour la première fois que cette capacité de maintien d'état hydrique chez la vigne était sous contrôle génétique et on a pu identifier des marqueurs génétiques de cette capacité. Donc ce sont des marqueurs qui vont être utilisés dans la stratégie probablement de pyramidage que vous a présenté tout à l'heure. Également intéressant, et pour finir, on a observé une forte variabilité dans l'efficience d'utilisation de l'eau au sein de cette population. Donc de la même façon, on a des cépages qui sont très efficients et d'autres très peu efficients. Et on a pu obtenir également des marqueurs de cette efficience. On a pu montrer que c'était contrôlé génétiquement. Et on a pu montrer que la transpiration nocturne avait un impact fort sur cette efficience d'utilisation. Voilà, je conclus, parce qu'on me fait des grands signes depuis un certain temps. En 3 points. Je dirais tout simplement que la compréhension des processus impliqués dans le contrôle de la transpiration c'est considérablement amélioré ces dernières années. Une étape importante a été la mise en évidence récente du contrôle génétique d'un certain nombre de traits d'adaptation, donc l'iso-anisoïdrie, l'efficience d'utilisation de l'eau. Un point important était l'intégration de ces connaissances dans des modélisations intégrées 3D qui vont permettre de travailler sur la conception d'idéotypes, le cépage adapté à certaines conditions climatiques, mais aussi sur des méthodes de gestion du couvert. Alors, la prochaine étape, ça va être d'établir des liens entre ces caractères et des variables d'intérêt agronomique, rendement, qualité. Et ça fait l'objet de projets qui sont en cours de montage actuellement. Et le dernier point, c'est qu'il existe quand même des points de blocage. Des points de blocage en particulier sur la compréhension des interactions cépage-porte-greffe. Donc on a des cépages, parce qu'en fait, la connaissance des caractéristiques du cépage, du greffon, en termes de fonctionnement hydrique, et la connaissance des caractéristiques du porte-greffe ne permettent pas de prédire le comportement de l'assemblage des deux. Donc ça pose énormément de problèmes, évidemment, sur lesquels on travaille donc actuellement. Enfin, les collègues de Bordeaux travaillent actuellement. Voilà, je vous remercie. Non, c'était un peu long. Vous avez des questions ? Aurélien Berthoud, Frisson. Oui, j'avais une petite question. À un moment, vous parlez du fait que même les plantes, quand il y a de l'eau dans le sol et qu'on a, donc j'imagine, un PPD, enfin des déficits en vapeur d'eau fort, qu'on pouvait avoir fermeture somatique. Et du coup, est-ce que c'est plus c'est mécanique ou c'est quand même aussi hormonal? Je dirais les deux, en fait. Et c'est très difficile de séparer les deux types de réponses. En général, on a de l'hormonal et de l'hydraulique en même temps. En général, on a de l'hydraulique qui génère de l'hormonal. Et ça se passe au niveau des feuilles? Là, au niveau de la feuille, puisqu'on est sur des réponses quasiment instantanées. En situation non irriguée, la baisse de densité est un levier très fort. C'est une question. La baisse de densité de la plantation. Vous avez montré à la Mancha, j'ai cru lire le petit caractère 1500 pieds par hectare. Entre nos 5000 pieds ou 4000 pieds ici, Languedoc.
Et les 1500, il y a un moyen terme dans lequel on pourrait aller doucement dans le Languedoc, à votre avis? Donc c'est proportionnel à la quantité de rayonnement. La quantité de rayonnement, c'est quelque chose qui est très difficile, qui est très facile à estimer, à calculer. Donc en Languedoc, avec des écartements de 1,20 m, 2,50 m et les structures telles que l'on les a, on doit intercepter environ 35 à 40%, 35% du rayonnement actuellement. En Mancha, on doit être à 0,2, 20% du rayonnement, alors qu'en Champagne, on est plutôt à 70%. Donc on peut imaginer effectivement réduire légèrement cette densité de plantation, s'adapter à une demande plus forte. La contrepartie quand même de cette adaptation, c'est une baisse de la photosynthèse à l'échelle de la parcelle, une baisse du potentiel de production. Donc, au niveau des en interrang ou intercept, oui, alors le paramètre le plus efficace, on pourrait dire, c'est quand même l'écartement 3 rangs. On fait une analyse de sensibilité en termes de conduite. Ce qui joue le plus sur la consommation en eau, c'est l'écartement 3 rangs. Après, c'est la hauteur de feuillage. 3 rangs, c'est pas intuitif. Enfin, quand on imagine justement deux plantes à 1 mètre qui vont justement être dans des zones de conflit, en fait, d'utilisation de l'eau. L'écartement entre rangs. Sur le rang, on a très peu d'effets. Très peu d'effets. La densité de plantation sur le rang, le nombre de plantes par mètre linéaire, impacte très peu.